Avant de débuter cette vidéo, j'aimerais vous raconter l'histoire du jeune Georges. Et cette histoire, c'est ce qui m'a amené à écrire cette vidéo. Quand j'étais petit, je l'ai déjà dit, mais j'habitais en banlieue. Et il y avait évidemment de la diversité culturelle, mais j'étais un peu trop petit pour en avoir conscience. C'est quand je suis arrivé à Paris que j'ai commencé un peu à m'intéresser à cette diversité, et plus précisément dans la classe de seconde. En seconde, on est grand, on commence à avoir de la barbe, et il y a une scène qu'on a tous déjà vécue, qu'on a tous connue, qui nous a tous traumatisés. Cette scène, c'est souvent d'ailleurs entre deux cours, ou après une pause déjeuner, ça discute, et là, le tour de table infernal commence avec cette question. Mais toi, t'es de quelle origine? Et là, chacun y va de sa réponse. Oh, moi je suis malien. Oh, moi je suis algérien. T'as des mecs, c'est des artistes, ils te disent oh, moi je suis péruviano-l'italien. Ou pire, oh, moi je suis africano-malien. Bref, et moi je me rappelle qu'à ce moment-là, c'est la merde. Tout le monde a des origines stylées et moi je suis juste français. Et ce juste français, il va me suivre pendant longtemps. Alors évidemment, j'ai des origines, comme tout le monde, mais ces origines n'ont jamais été au fondement de mon identité. Et ce phénomène des petits Français qui s'inventent des origines, il est fondamental. Il dit autant notre volonté d'être étranger sur notre propre sol que la détestation de notre propre pays. Dans cette vidéo, on va voir d'où ce sentiment vient, comment ce sentiment a été favorisé et comment il s'inscrit dans une volonté un peu plus globale d'effacer notre histoire en la remplaçant par d'autres identités. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la super chaîne de Georges. Elle est vraiment bien cette chaîne. C'est très important pour le... Vous êtes actuellement, et vous le savez, sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique enquête qui va faire parler d'elle. T'es de quelle origine? C'est parti. Si ça vous emmerde pas, j'aimerais juste que la base de notre réflexion, ce soit ma situation. Parce que je pense qu'elle est symptomatique de ce qui se passe actuellement dans notre pays. Il faut partir d'un fait clair. Les Français de parents français sont majoritaires dans le pays. Ils vont représenter 74% des naissances en 2022. Selon une étude de l'INED et de l'INSEE, trajectoire et origine, 57% des personnes de 18 à 50 ans vivant en France métropolitaine ont 4 grands-parents nés en France. C'est très compliqué d'avoir des chiffres, mais d'ailleurs c'est pas très important. Comme il n'y a pas d'études sur le nombre de personnes qui s'inventent des origines, je dois partir d'un postulat qui est difficilement vérifiable. Mais bon, il y a quand même des études sur penser la blanchité dans la construction de sa méthode identitaire, donc j'imagine qu'on peut partir un peu de n'importe quel postulat qu'on souhaite. Si je reprends mon exemple, pourquoi des jeunes Français s'inventeraient-ils des origines? Et selon moi, il y a évidemment plusieurs raisons. Déjà, ça va de soi, c'est un peu pour faire l'intéressant. C'est chiant d'être français parce que ça sous-entend qu'on est comme tout le monde. Donc on veut notre petit particularisme, on y reviendra. Bon, mais quand on est face à un sujet comme ça, on peut vite partir dans tous les sens. Et comme on n'est pas Mia Khalifa, il faut organiser sa pensée. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on parte des éléments extérieurs à l'individu, des éléments qui s'imposent à l'individu, qui l'ont poussé à s'inventer des origines, pour comprendre ensuite pourquoi cet individu-là va se créer un récit identitaire qui n'est pas la réalité, un récit axé sur sa propre diversité. Je crois que l'une des raisons principales à ce phénomène, c'est l'école. Non pas que je pense que l'école soit l'alpha et l'oméga de la société, mais en étudiant les programmes scolaires depuis 50 ans, on se rend compte qu'il y a un message caché dans ce qu'on enseigne à l'école. Et en fait, il y a deux messages cachés dans ce qu'on enseigne actuellement à l'école. La destruction du commun et la promotion de l'autre avec un grand A. Pour comprendre ces deux phénomènes, il faut revenir sur l'origine, sur les origines même de l'école. Au début, ça sert à quoi l'école ? Très clairement, ça sert à créer des Français, créer des citoyens français. Et la méthode, elle est simple. Tenter de donner aux petits Français un aperçu de la puissance et de la grandeur du pays. Et pour ce faire, on apprend le français
et on apprend l'histoire. La loi Guizot en 1833 interdit l'enseignement dans les langues locales et tente un premier enseignement généralisé de l'histoire. Et pour créer des petits Français, l'objectif est clair, il faut créer du commun. C'est l'époque des manuels qui enseignent les valeurs républicaines et la grandeur de la France. Je pense évidemment, et on le cite assez souvent, le Petit Lavis d'Ernest Lavis, manuel de primaire où il y a des maxi-portraits de Clovis et de l'empereur. Autre point important présent dès les lois de Jules Ferry en 1881, l'instruction morale et civique. Ça inclut des leçons sur le devoir des citoyens, la solidarité nationale, le respect des symboles de la France comme le drapeau ou encore l'hymne national. Donc, t'as compris que jusque dans les années 50, l'idée c'est de transmettre et même d'impressionner l'élève avec des figures héroïques de la nation, de sorte qu'il n'y a pas de problème identitaire à l'époque en France, puisqu'un élève grandit avec une et une seule idée, à savoir, il fait partie d'une communauté, et cette communauté a un passé glorieux. Dans les années 1960, ça se gâte, et vous allez comprendre le lien avec les petits Gouers qui s'inventent des origines. Mais déjà, on va parler du contexte. Qu'est-ce qui ferait que dans les années 60 et 70, les choses changeraient à propos de l'éducation? Et bien encore une fois, la réponse elle est multiple. La France sort de plusieurs guerres de décolonisation qui ont été perdues et commence à douter de sa propre puissance. Elle doute et la guerre froide, en tout cas le contexte de la guerre froide, ne va pas l'aider dans son doute. La France est reléguée au rang de puissance moyenne et se dissout dans la construction européenne. Décolonisation et guerre froide vont donner une nouvelle pensée politique, à savoir le tiers-mondisme, une idéologie de soutien aux pays récemment décolonisés, souvent empreint d'ailleurs de socialisme ou de marxisme, voire même appuyée par une pensée véritablement communiste. Et cette pensée tiers-mondiste et décoloniale va durablement imprégner le corps enseignant. Vous allez comprendre pourquoi. En 1964, le sociologue Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron publient ce qu'ils appellent les héritiers, qui montrent comment, malgré la méritocratie, les élites garderont toujours le contrôle du savoir. Et cette idée, elle est révolutionnaire pour l'époque, puisqu'elle va délégitimer totalement l'école. Bah oui, à quoi bon faire confiance à l'enseignement, puisque de toute façon, à la fin, ce sont les héritiers qui vont gagner. Corps enseignant qui change, tout comme la pédagogie de l'enseignement. On introduit une pédagogie axée sur la participation des élèves et plus sur ce qu'on appelait une approche magistrale de l'enseignement, avec le maître ici et l'élève ici. Jean Piaget est le papa de toutes ces théories-là qui expliquent que l'élève apprend que lorsqu'il est en interaction avec son environnement. C'est ce qu'il appelle l'apprentissage actif. Le tout culmine, vous l'aurez deviné, en mai 68. Mai 68, c'est quoi? C'est la pédophilie, j'entends, mais c'est surtout la remise en cause de l'autorité. Et une école sans autorité ne transmet pas autant qu'avant. C'est statistique. Enfin, pas exactement. On n'apprend plus les fondamentaux, le français, les maths et l'éducation civique, mais en histoire, c'est différent. On va continuer un enseignement, sauf qu'on va changer l'enseignement. On va enseigner deux principes liés à ce que je viens de vous dire. La déconstruction de la grandeur de la France et la promotion victimaire. Et c'est là où l'idéologie tiers-mondiste intervient. Le tiers-mondisme, c'est quoi? Je vous l'ai déjà dit. C'est le parti pris que l'Occident doit mourir et mourir au profit du tiers-monde. Et comment peut-il mourir? En le délégitimant moralement. Et comment on le délégitime moralement? On y relate ses méfaits, sa brutalité et on exalte le récit des victimes de ce pays-là. Dès les années 1960, on va intégrer dans les programmes d'histoire toutes les périodes sombres de la France, donc l'occupation et la collaboration avec l'occupant nazi. Évidemment, on va parler de la colonisation et bien sûr on est dans la période de la guerre d'Algérie. Et c'est à ce moment que l'école des annales font une histoire par le bas, donc une histoire des classes populaires, une histoire des femmes, une histoire des minorités et j'en passe et des pas mûrs. Donc vous voyez que l'enseignement de l'histoire change. On était sur une histoire commune que tout le monde devait intégrer. Là, on est sur une histoire perçue par le prisme des minorités. Et dans les années 1960, c'est aussi l'arrivée d'une nouvelle minorité issue de l'immigration en provenance des anciennes colonies. Et parce qu'on veut qu'ils se reconnaissent dans l'histoire qu'on leur enseigne, on met en avant leurs ancêtres. Ce faisant, on va les ramener à leur état d'immigrés puisque on ne leur enseignera jamais véritablement la glorieuse histoire de France, mais plutôt une histoire qu'on pourrait appeler une histoire marxiste entre le dominant et le dominé dans l'histoire. Parce que dans les années 60 et plus encore dans les années 70,
le professeur change, les salaires stagnent, voire baissent, donc les meilleurs professeurs sont incités à aller dans le privé ou se tournent vers des établissements d'excellence où ils seront mieux payés. Conséquence, ceux qui restent dans l'enseignement, ce sont les militants qui font ce métier-là pour des raisons idéologiques. C'est à cette époque-là que les syndicats de professeurs prennent une importance qui est démesurée. Je pense au syndicat national des instituteurs et évidemment à la Fédération de l'éducation nationale fondée en 1948. Bon, mais et alors ? C'est quoi le lien entre la gauchisation de l'école, la gauchisation de la société et les petits guers qui se disent italo, albano, espagnol ? C'est que l'enfant ne peut pas se reconnaître dans une nation qu'on va présenter comme criminelle et moralement mauvaise. Ça n'est juste pas possible. Ça n'est pas possible et je vais ici convoquer Tajfel et Turner. Eux, c'est des sacrés déconneurs, c'est des sacrés bonhommes puisqu'ils ont créé une théorie qui s'appelle la théorie de l'identité sociale. Ils montrent qu'un individu ne se reconnaît dans une identité que lorsqu'il la perçoit comme positive. Une identité positive va ensuite entraîner une appartenance communautaire. En gros, tu me dis que la France, c'est de la frappe, je me sens français, parce que ça me valorise de me sentir français. Et qui plus est quand on est un enfant. Notre identité reste à définir, pas une raison pour leur couper la bite, je vois venir. Donc l'enfant a besoin, et c'est vital, de se définir via un groupe perçu positivement. C'est tout l'intérêt des récits historiques et collectifs qui font deux choses d'essentiel dans la construction d'un individu. Ils nous intègrent à une communauté et cette communauté nous protège puisqu'elle est forte et glorieuse. Parce que, à l'inverse, si on nous intègre à une communauté, mais que cette communauté est présentée négativement, l'enfant, il a deux options. Soit il intègre une perception négative de sa propre communauté et se dénigre lui-même, puisque faisant partie d'un groupe jugé négativement, moralement mauvais, soit, autre option, soit il cherche une autre communauté, une communauté de substitution qu'on va présenter positivement. Et c'est normal, c'est logique. L'individu ne peut pas être à la fois membre d'une communauté jugée négativement et avoir un développement sain de sa propre identité. C'est un inconfort psychologique que Festiger appelle la dissonance cognitive et qui est résolu en refusant consciemment ou inconsciemment d'appartenir à cette communauté. Et ce, n'importe où. C'est pas un procédé qui est propre à la France, ce que je vous décris. Si demain, je mets la main sur les programmes d'histoire en Algérie ou au Maroc et que je transmets une histoire exclusivement axée sur la traite orientale, les barbaresques et les exactions du FLN pendant la guerre d'Algérie, d'ici à 20 ans, vous pouvez être certain que les jeunes maghrébins s'inventeront des origines pour se détacher de cette mémoire collective et de ce corps social. Et ces petits Français qui vont s'inventer des origines, quelque part, c'est finalement une bonne chose. Et là, vous dites, putain, mais il est complètement con ou quoi ? Non. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Si des Français s'inventent des origines, c'est qu'ils en ressentent le besoin. Donc, ils nous rappellent que ce besoin d'appartenance identitaire et communautaire, il existe. En tentant de détruire ce sentiment par l'école ou par la culture du dénigrement, les intellectuels et les professeurs ont juste décalé géographiquement la fierté nationale. Les jeunes ne sont plus fiers d'être français, mais ils vont être fiers d'être espagnols, italiens, ils vont être fiers de venir de ce quartier-là, ils vont être fiers d'être de cette religion. En fait, vous avez écarté la France du potentiel des fiertés, mais elle s'est retrouvée attachée à d'autres choses. Ils continueront à être fiers d'être de quelque part et d'être rattachés à une communauté. Et si la France n'est pas disponible dans le catalogue des fiertés possibles, alors ils iront chercher dans leurs ancêtres une nation qui peut les accueillir. Erik Erikson, dans sa théorie du développement psychosocial, avait déjà prédit ce processus dans ce qu'il appelait l'exploration identitaire. L'enfant et le jeune adulte doivent pouvoir se rattacher à une communauté pour s'épanouir personnellement. Et si les Français ont honte de leur modèle et de leur histoire, alors ils ne l'offrent pas, comme dirait Gabriel Tarde, ils ne l'offrent pas à l'imitation pour les autres communautés. Gabriel Tarde, qui est un intellectuel concurrent de Durkheim, qui disait que pour qu'un modèle soit repris, il faut qu'il soit enviable, il faut qu'il s'affirme fièrement. Donc ça c'est pour les Français qui s'inventent ou qui surinvestissent leurs origines. Maintenant, on va parler des autres, de ceux dont les grands-parents ou les arrière-grands-parents sont venus en France et qui, malgré 50 ans sur le sol français, plusieurs générations sur le sol français, se définissent encore par leurs origines.
Je sais pas si vous avez vu, mais il y a pas mal de micro-trottoirs. Enfin, il y a un Renoir qui fait des micro-trottoirs en ce moment, où il demande à des mecs, vous êtes quoi comme origine, vous êtes quoi comme nationalité. Et les gars leur disent, ah, moi je suis fier d'être italien, je suis fier d'être tunisien, je suis fier d'être marocain ou algérien. Sauf que quand tu leur demandes des infos concrètes sur ces pays-là, bah, ils sont incapables de les citer. Déjà, deux choses très claires. Premièrement, ces gens-là, que je vous ai montrés, peuvent s'apparenter à des apatrides. Apatrides puisque s'ils étaient algériens, tunisiens ou marocains, bon, bah déjà ils connaîtraient l'histoire de leur pays. Deux, ils seraient amenés par cohérence mentale à retourner dans ces pays-là. Et trois, quand même, ils ne viendraient pas dans un pays qu'ils détestent. Mais ils ne sont pas français non plus, puisque précisément ils détestent ce pays. On va essayer d'analyser ce phénomène. Comment des gens qui sont en France depuis 3 ou 4 générations se sentent plus proches de leurs arrière-grands-parents que du pays qui leur a tout donné? Eh bien là encore, c'est normal. C'est normal et ça s'appelle le régime diversitaire, comme il a été défini par Mathieu Bock-Côté. C'est une théorie de la nation qui stipule qu'un pays n'est riche que par la diversité culturelle qu'il a en son sein. Plus il y a de la diversité, plus il est riche. Moins il y a de la diversité, plus il est homogène, plus il est pauvre. Moins il sera enrichissant pour l'autre. Ce régime diversitaire s'appuie sur deux choses. La première, c'est ce qu'on a déjà expliqué, à savoir la destruction de la communauté nationale. Et la deuxième, ce qu'on va voir maintenant, c'est une promotion de l'autre, avec un grand A, une promotion de ce qui n'est pas nous. Si on conjugue ce régime diversitaire à la victimisation issue du tiers-mondisme d'extrême gauche, on arrive à un discours social où l'individu est poussé, voire enjoint, à être issu d'une diversité culturelle elle-même dominée par la culture dominante, à savoir la France. En valorisant à ce point-là la diversité, la France a en fait paradoxalement catégorisé les individus. En mettant l'accent sur la spécificité culturelle et sur l'origine ethnique comme élément définissant l'identité, le discours dominant a encouragé les individus à se percevoir et à être perçus avant tout par le prisme de cette diversité. De sorte qu'un jeune Français ne peut plus être autre chose que ses origines. Il ne pourrait juste pas, il se dirait que c'est pas assez intéressant, il se dirait que c'est pas assez constructif d'être juste français. Et c'est là tout le paradoxe de notre pays. On a voulu, dans les années 70, intégrer les immigrés dans le récit national, et pour les intégrer, on leur a enseigné leur propre histoire. Sauf que du coup, par le même procédé, ces jeunes ont développé un ressentiment contre la nation, et donc une impossibilité d'en faire partie. Impossibilité qu'ils se sont transmis à travers les générations. Ce régime diversitaire dont parle Mathieu Bock-Côté est né après 1968, où on a commencé à percevoir la société française comme la somme de plusieurs communautés. Cette perception est d'ailleurs directement inspirée des pays anglo-saxons qui n'ont jamais eu véritablement de modèle d'assimilation et plutôt un modèle de cohabitation des différentes nationalités ou des différentes communautés. Deux choses sur ce postulat qu'on nous ressort à toutes les sauces, à savoir que la diversité est une richesse. Déjà, il faudrait me dire, c'est une richesse en quoi ? Est-ce que c'est une richesse économique ? Non, factuellement, l'immigration coûte plus qu'elle ne rapporte, en tout cas, ces récentes vagues d'immigration qu'on a eues ces 10 dernières années. Alors, est-ce que c'est une richesse culturelle ? En quoi ? Est-ce que statistiquement, les individus provenant d'une double culture ont 2 fois plus de capital intellectuel et culturel ? Ça reste à prouver. Est-ce que c'est une richesse identitaire ? Est-ce qu'un mélange identitaire sublime les deux identités ou les fait progressivement disparaître ? On serait tenté qu'elle les fait progressivement disparaître, en tout cas aujourd'hui. De quelle richesse parle-t-on ? Si la diversité est une richesse, pourquoi ne pas valoriser la diversité régionale ? Donc on voit bien que la mantra diversitaire ne résiste pas à l'épreuve rationnelle. Et on continue à nous casser les couilles dessus quand même. Et ce discours a imprégné des générations de Français, si bien que j'avais vu une vidéo passer de Ragnar Le Breton qui pouvait nous dire que la France, alors la France on l'aime bien parce que c'est des Italiens, c'est des Marocains, c'est des Algériens, c'est des Tunisiens. Bah non en fait, la France c'est pas un aéroport. Et ce qui est marrant, c'est que ce faux discours de fraternité qu'a Ragnar Le Breton, qui tolère toutes les nationalités sauf les nationalités françaises, bah, c'est le même que des pontes de la mondialisation comme celui de Jacques Attali par exemple. Non, la France, c'est pas un rassemblement de plein de nationalités. On n'est pas aux States. Et ça ne l'a jamais été d'ailleurs. La France, c'est des Français. Et je rajouterais une dernière chose, c'est que la France, elle est stylée.
Ça peut sembler puer la merde de dire ça comme ça, mais vous qui regardez cette vidéo, il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous ayez conscience que vous descendez de Clovis et de Charlemagne. Vous descendez de mecs qui mettaient des grandes tartes à leurs ennemis. Genre c'est dans votre ADN. Pas la peine d'aller se chercher des origines de je sais pas où, hein. Vous êtes le produit de 1500 ans d'usine à couilles. Ce que les jeunes Français envient aux autres cultures, hein, l'aspect communautaire, viril et guerrier, c'est la France qui a inventé ces notions-là. C'est là où elles se sont pétries, ces notions-là. François Ier, c'est 2 mètres, 120 kilos, qui se tape en première ligne pendant la bataille de Marignan. Saint-Louis, c'est le man qui s'encule des croisades en veux-tu, en voilà, captif ou pas, rien à foutre. Henri IV, c'est le roi qui turn up en pleine bataille d'Ivry, où il dit, je cite, « Ralliez-vous à mon panache blanc, vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la victoire. » Ça vaut tous les planètes rap du monde, ça. Vous descendez d'un peuple qui a soumis toute l'Europe, qui a fait rayonner la nation partout dans le monde, qui a mis le monde à ses pieds. Et c'est paradoxalement ce qu'on va vous reprocher avec cette histoire de colonisation. Donc pas la peine de faire les bandeurs d'autres nations communautaires ou d'autres identités. La plus ghetto, c'est clairement la française. J'aimerais rajouter une dernière chose. Vu que j'ai commencé par une histoire personnelle, je vais finir par une histoire personnelle. Moi, par exemple, Georges, j'ai des origines. J'en ai 2. Des origines qui auraient pu, si je m'étais défait du corps social, qui auraient pu m'amener à ne pas forcément aimer la France, pour ce qu'elle aurait fait potentiellement à mes ancêtres. Alors est-ce que c'est mon éducation ou est-ce que c'est mes proches? Mais lorsqu'on a étudié l'histoire de mes lointains ancêtres, qui ont eu un rapport un peu conflictuel avec la France, jamais de ma vie, je n'ai pris parti pour ces ancêtres-là. Parce que ça m'est jamais venu à l'esprit que je pouvais être autre chose que français. Parce que c'est stylé d'être français. Parce que c'est de la frappe. Et que tu peux y trouver tout ce dont tu as besoin pour te construire et construire ton identité. Donc le problème, c'est pas d'avoir des origines. Je veux dire, je pense que beaucoup de gens en ont. Le problème, c'est le rôle que vont jouer ces origines-là dans l'existence, dans ton existence et dans ta construction identitaire. Moi, elles n'ont joué aucun rôle. La seule qui va avoir une incidence sur ma personne, c'est le fait que je sois pied noir et donc d'avoir un rapport assez particulier à la terre de mes ancêtres que je n'ai jamais vu et que je ne verrai sans doute jamais. Alors je rajoute encore quelque chose, même si j'ai dit que c'était la fin de la vidéo. En préparant mon exposé, comme on dit, je me suis posé la question, outre rechercher une communauté et exister dans l'opposition et dans la détestation, à quoi bon s'inventer une origine? Je suis tombé sur 2 choses. Mais c'est 2 choses que j'ai déjà abordées sur cette chaîne, donc j'ai pas voulu me refaire un topo là-dessus. S'inventer une origine, ça peut aussi permettre de légitimer un discours. C'est le cas de Rachel Dolezal, la blanche qui voulait passer pour une noire, en tout cas qui s'était grimée en noir. Et là, on comprend très vite pourquoi elle a fait ça. Elle avait intégré le fait que pour prendre la parole sur un sujet, il fallait être légitime. Et qui de plus légitime qu'une descendante d'esclaves pour prendre la parole sur le racisme systémique? C'est une espèce d'humanisation du postulat marxiste, d'où parles-tu? Qui va devenir 40 ans plus tard, alors moi, je peux parler parce que en tant que j'ai un avis dessus car mes ancêtres, je sais pas quoi, m'ont cul mes couilles. J'ai aussi vu que certaines influenceurs faisaient de l'arabe phishing, dont s'inventaient des origines maghrébines, mais là encore, ça concerne des influenceurs ou des influx voleurs qui veulent s'orientaliser pour faire de l'oseille, j'imagine. Donc c'est finalement assez résiduel. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui était un peu personnelle. Vous avez vu, c'était quand même assez particulier comme vidéo. Si elle vous a plu, likez, je vous le dis direct, likez, mettez un petit commentaire, abonnez-vous pour avoir d'autres vidéos dans le même style. Voilà, dites-moi c'est quoi vos origines et quelle place a la France dans votre pays, dans votre existence, dans votre vie de tous les jours. Merci à tous de suivre ma chaîne, on est 150 000, c'est énorme. Merci infiniment. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!